Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Franck Riester, ministre délégué auprès de la Première ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Franck Riester. Bonjour Patrick Roger. La retraite à 65 ans, la réforme lancée, est-ce une priorité en pleine crise de l'énergie? Menace de coupure de courant cet hiver, les grèves du jour entre contrôleurs SNCF, médecins, infirmiers, labos, le voyage du président Macron aux États-Unis et puis les tensions aussi à l'Assemblée nationale. Question que nous évoquerons aussi bien sûr avec vous en tant que ministre en charge de ces relations avec le Parlement. Commençons donc, si vous le voulez bien, Franck Riester, par le cap sur les retraites annoncé par Elisabeth Borne ce matin dans le journal Le Parisien. L'objectif, c'est bien 65 ans, c'est ça, c'est incontournable ou pas? L'objectif, c'est d'abord de réformer notre système de retraite pour garantir son financement à l'avenir. Or, le financement de notre système par répartition des retraites est menacé. Pour une raison tout simple, l'espérance de vie augmente et on commence à travailler plus tard puisque nous faisons des études plus longues. Un chiffre, nous avions 2 actifs pour un retraité en 2005, nous en avons 1,7 aujourd'hui et ça sera 1,5 en 2040. Donc c'est très simple à comprendre, il y a moins d'actifs pour financer les retraites des retraités, puisque vous savez que par notre système par répartition, ce sont les actifs qui payent les retraites des retraités. Et donc à partir du moment où il y a moins d'actifs pour financer les retraites, eh bien il faut trouver des solutions. Alors quelles sont les solutions possibles? Soit on augmente les cotisations, mais c'est au détriment du pouvoir d'achat des actifs ou au détriment de la compétitivité des entreprises, soit on baisse les pensions, et c'est au détriment du niveau de vie et du pouvoir d'achat des retraités. Donc le président de la République et la Première ministre ont été très clairs, on ne veut pas de ça. On veut donc travailler plus longtemps pour permettre de garantir et le financement du système de retraite par répartition et le niveau de vie des retraités. Mais est-ce qu'on peut laisser le choix aussi aux salariés de partir plus tôt? Ils l'auront toujours, mais ils n'auront pas le taux plein. Quoi, exactement, bien sûr qu'ils peuvent. Et on ne touche pas, ça c'est très important, on ne touche pas à l'âge d'annulation de la décote, les fameux 67 ans. Ça c'est important parce que notamment pour des gens qui ont des carrières hachées, on ne veut pas le pénaliser et que ces personnes doivent travailler encore plus longtemps que 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Mais l'objectif c'est quoi? C'est quand même 65 ans? L'objectif, c'est d'équilibrer. L'objectif, c'est d'équilibrer le système à horizon 10 ans. Donc, une façon sûre d'y arriver, c'est d'arriver à 65 ans en 2031. D'accord, c'est l'objectif de 65 ans. L'objectif, c'est non. Écoutez, je me répète que vous m'avez posé la question, je vous ai dit non. L'objectif, c'est le retour à l'équilibre. Un des moyens sûrs d'y arriver, c'est effectivement de progressivement reporter l'âge de départ à 65 ans en 2031. Mais s'il y a d'autres moyens de le faire, vous avez vu que par exemple le Sénat a adopté un amendement qui permet à la fois de reporter l'âge à 64 ans et d'augmenter la durée de cotisation. S'il y a d'autres systèmes, après les discussions, après les concertations et après le travail parlementaire qui permet d'arriver au même niveau, dont acte. Donc vous n'êtes pas borné au gouvernement. On n'est pas bloqué. Elisabeth Borne elle-même aussi sur cet âge de 65 ans. On est bloqué sur la nécessité d'équilibrer à horizon 10 ans le système. Et même si cette année c'était excédentaire. Oui, mais cette année, c'est excédentaire, mais dès l'année prochaine, ça ne l'est plus. Et à horizon 2027, c'est 12 milliards de déficit, et c'est 20 milliards, et c'est 15 milliards en 2030. Vous imaginez que dans les 10 ans qui viennent, Patrick Roger, c'est 100 milliards d'euros de déficit qui vont être cumulés si on ne fait rien. Et bien notre responsabilité, nous, le gouvernement, c'est de protéger les Français en réformant en profondeur le système par répartition grâce à ce système. Et qui va permettre des avancées aussi en matière de justice, en matière de carrière longue, en matière de pénibilité. Il va y avoir beaucoup de discussions là. Oui, bien sûr, en matière de niveau de vie des retraités. Est-ce qu'il va y avoir des concertations avec les syndicats et avec l'ensemble des gouvernements? C'est en cours. Je rappelle que la Première ministre a reçu les différents groupes politiques, le ministre du Travail reçoit les organisations syndicales, patronales, les groupes politiques. Moi-même, j'étais avec la Première ministre pour recevoir les groupes politiques. Les travaux sont en cours et contrairement à ce qui a pu être dit parfois, toutes les organisations syndicales et patronales participent et tous les groupes politiques participent. Et donc, on voit bien qu'il y a une grande concertation. Ensuite, la Première ministre fera un bilan d'ici quelques jours, mi-décembre, pour dire quel est le bilan de ces concertations et ce qui sera les grandes lignes
de ce texte présenté en Conseil des ministres en janvier, débat au printemps, vote à la fin du printemps pour une entrée en vigueur à l'été 2023. Donc il y aura débat au printemps à l'Assemblée autour de ça. Quoi. C'est le calendrier et Sénat. Pour un vote à la fin du printemps, pour une entrée en vigueur en 2023, à la fin de l'été 2023. Encore 2-3 questions tout de même sur les retraites avant de passer à d'autres sujets, mais ça fait partie de l'actualité du jour. Est-ce qu'il est normal que la réforme pour les régimes spéciaux ne commence que pour les jeunes recrutés, alors que pour le régime général, ça va concerner tout le monde? Alors, les nouveaux entrants cotiseront à la caisse, au régime général de l'assurance vieillesse. Les autres resteront sur le système actuel. Mais pour autant, a priori, on regarde, mais il devrait y avoir aussi un report de l'âge, y compris pour les régimes spéciaux. Oui, mais pour les jeunes recrutés, ce que j'ai cru comprendre. Il y aura une adhésion au système, au régime général. Pour les nouveaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle la clause de grand-père, un peu comme ce qui se passe pour la SNCF, par exemple. Oui, bien sûr. Bon, donc vous voulez pas déclencher en fait de grands mouvements. Non, mais attendez, on peut pas nous dire, on veut pas qu'il y ait de grands mouvements. Justement, on s'attaque à ces régimes spéciaux, si je puis dire, parce que c'est une question de justice et d'équité. Et on le dit simplement, pour que les choses se passent en douceur, ça doit être les nouveaux entrants qui cotisent au régime général de l'assurance vieillesse. Franck Riester, travailler jusqu'à 65 ans, pourquoi pas? Mais encore faut-il avoir un emploi. Est-ce que c'est pas là le principal problème? Quelles peuvent être les mesures pour améliorer l'emploi des seniors? Parce que depuis quelques années, on dit après 50 ans dans beaucoup d'entreprises, et puis même en fait il y a eu des incitations des pouvoirs publics aussi pour embaucher des jeunes plutôt que des personnes âgées. Alors les outils sont multiples, mais votre diagnostic est juste. Il y a d'abord le niveau de chômage global, mécaniquement, qui permet à tous les âges de progresser. Et vous avez vu que grâce à la politique économique du gouvernement, on a le taux de chômage le plus faible depuis 10 ans, toute catégorie, tout âge confondu. Deuxièmement, c'est de repousser justement l'âge de départ en retraite, puisqu'on l'a vu en repoussant de 60 à 62, il y a eu un taux d'emploi des seniors plus important. C'est mécanique et c'est ce qu'on observe dans tous les pays européens. Je rappelle que beaucoup de pays européens autour de nous, notamment nos grands partenaires européens, ont un âge de départ en retraite entre 65 et 67 ans. Et puis troisièmement, il faut effectivement travailler là, sur des réponses très concrètes de formation, de transition vers la retraite, avec par exemple des mi-temps ou des temps partagés entre retraite et emploi. Et c'est tout le travail qui est fait par le ministre Olivier Dussopt et les partenaires sociaux pour voir concrètement comment les entreprises et comment le système permet d'accompagner davantage de seniors au travail et ensuite d'accompagner davantage de retraités aussi au travail. C'est-à-dire que c'est le fameux cumul emploi-retraite. Pour permettre, par exemple, et Elisabeth Borne l'a très bien expliqué dans son interview ce matin dans la presse, pour permettre à des retraités qui ont un travail en parallèle, qui cotisent à l'assurance vieillesse, de pouvoir aussi voir leur niveau de prestation de retraite augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils cotisent, mais ça ne joue pas sur leur niveau de retraite. Et bien demain, on souhaite que ceux qui sont d'ores et déjà en retraite, mais qui cumulent avec un emploi et qui cotisent pour l'assurance vieillesse, puissent voir leur niveau de retraite futur augmenter. Bon, est-ce qu'il faudra recourir au 49.3 pour ce texte? Écoutez, nous verrons, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver une majorité large pour pouvoir voter le texte. Là, il y a un appel, par exemple, aux LR, aux Républicains. C'est un appel à toutes celles et ceux qui, comme nous, considèrent qu'il faut réformer le système de retraite pour assurer sa pérennité et améliorer le système, notamment pour améliorer le niveau de vie des retraités. Donc vous tendez la main aux LR. Et donc on tend bien sûr, la main aux LR, mais pas seulement, à ceux qui partagent nos convictions et qui veulent faire en sorte que la responsabilité en la matière soit la règle. Quand je vois la France Insoumise, France Insoumise qui tape à bras raccourcis, ou le Rassemblement National qui essaye de vendre encore des vieilles lunes de la retraite à 60 ans, c'est irresponsable. C'est une menace très grave pour notre système par répartition. C'est la mort de notre système par répartition. Alors tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui ont bien compris qu'il était nécessaire, comme les autres partenaires européens, de réformer notre système pour garantir son financement et rendre le système plus juste, de nous rejoindre. On est évidemment ouvert au débat, on est ouvert à regarder comment on peut améliorer le texte qui sera présenté au début
début de l'année prochaine au Conseil des ministres pour avoir une majorité large. Ouais. Mais si on ne devait pas avoir de majorité, on assumera nos responsabilités, on utilisera les outils à notre disposition, bien évidemment. Tiens, puisqu'on parle Pour des voter le Républicains, Franck Riester, puisqu'on parle des Républicains, vous qui êtes ministre en charge des relations avec le Parlement, hier il y avait la niche parlementaire justement des Républicains, il y a eu la création d'une juridiction spécialisée pour les violences intrafamiliales portée par Aurélien Pradié. Pourquoi il y a eu ce vote alors ? Parce que les oppositions se sont réunies pour voter ce texte. Mais on voit bien que c'était la volonté d'Aurélien Pradié d'avoir une victoire dans le cadre de la campagne à la présidence des LR, au détriment du fond et au détriment de la cause, qui est la cause des violences intrafamiliales. Il a eu le soutien aussi de personnes dans la majorité, non ? Parce que le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est qu'une mauvaise idée de créer des juridictions spécialisées pour les violences intrafamiliales. C'est un vrai problème, mais c'est une mauvaise solution, parce que ça éloignerait les juridictions, c'est-à-dire les magistrats et la justice des victimes. Qu'il y ait des magistrats spécialisés, ce n'est pas la même chose que des juridictions spécialisées, c'est-à-dire c'est des dispositions de justice loin des victimes. Il faut rapprocher la justice des victimes, pas l'éloigner. Et cette juridiction spécialisée l'éloignerait. Ouais. Or, il y a un travail de fond qui est mené entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur cette question importante. Ouais. Et plutôt que de laisser du temps à ce travail de fond, en dépassant les clivages politiques, il y a eu la volonté des LR, et notamment d'Aurélien Pradié, d'avoir une victoire politique contre le gouvernement dans la course à la présidence des LR. Et bien franchement, c'est pas un cadeau fait à cette belle cause. Pour autant, Patrick Roger, je voudrais retenir aussi le côté positif de la journée. C'est notamment le consensus qu'il y a eu sur les retraites agricoles. D'accord. Mais d'un mot quand même, Franck Riester, pourquoi il y a eu quand même ce vote ? Parce que normalement, vous avez la majorité. Donc à la majorité... Nous avons une majorité relative, Patrick Roger. Donc quand il y avait des absents quand l'opposition se rassemble, on est battu. Voilà. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître. Puis il y avait des absents peut-être chez vous, quoi. Quand la France Insoumise, le RN, les LR, le Parti Socialiste et les Verts se rassemblent, on est battu. Quand on regarde le détail, quand même, il y avait des absents, quoi, dans la majorité. On peut pas demander aux députés, fût-il de la majorité, d'être à 100% présents en permanence dans l'hémicycle. C'est un problème d'organisation à l'Assemblée qu'il va falloir résoudre. C'est évident que nous avons, du fait de cette nouvel équilibre de majorité relative, des oppositions qui sont à vouloir essayer de battre le gouvernement à un certain nombre de moments, et donc on demande à nos députés d'être là très souvent dans l'hémicycle, beaucoup plus qu'avant, où c'était beaucoup plus facile d'organiser des permanences. D'où l'action, par exemple, du gouvernement de supprimer la session extraordinaire au mois de septembre pour laisser plus de temps aux députés d'être sur le terrain, pour être ensuite avoir plus de temps dans l'hémicycle à partir d'octobre. C'est le fait de faire des textes plus courts, et nous faisons des textes plus courts. Et puis peut-être, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, y travaille, voir de quelle manière à l'Assemblée nationale on peut simplifier la vie des députés pour que ça soit meilleure capacité de travailler. Pas de séance jusqu'à Le problème, Patrick Roger, c'est que le fonctionnement de notre démocratie, et notamment du Parlement, est très encadré. Est encadré par la Constitution et encadré par les règlements et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est souvent un travail lourd que de réformer tout ça. Donc il y a peut-être des outils simples à mettre en œuvre. En charge des relations avec le Parlement, vous dites il faut travailler sur une réorganisation. Alors, il faut travailler sur les moyens donnés aux députés pour travailler plus facilement, parce que c'est vrai que là, on demande beaucoup en termes de présence aux députés dans l'hémicycle, c'est-à-dire en séance, mais aussi en commission, et les Français veulent les voir aussi sur le terrain pour rester en contact. Donc il faut trouver un juste milieu, mais c'est difficile étant donné les contraintes liées à la Constitution et au règlement des chambres. Merci beaucoup Franck Riester. Merci à vous. Donc ministre délégué auprès de la Première ministre en charge des relations avec le Parlement. Dans un instant, notre débat entre Éric Nolot et évidemment Guillaume Bigot.